effectivement sur nos territoires et d'autre part aussi de savoir ce qu'il est possible de faire autour de ce rendez-vous. Donc, nous sommes 4 intervenants, Anaïs au niveau de Cap Excellence, pardon, et aussi 3 entrepreneurs, France de Green Technology, Joël de M-Wheels et moi-même pour Zero Fuel. Voilà. Donc, eh bien, on va faire priorité aux dames. Honneur à Anaïs. Très bien, merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous. Moi, je suis Anaïs Taupe. Donc, je suis la directrice du développement durable et de l'aménagement du territoire à la communauté d'agglomération Cap Excellence. Donc, Cap Excellence, communauté d'agglomération qui regroupe les villes de Pointe-à-Pitre, Abîme et Bénarros. Et donc, je suis en charge de tout ce qui va être élaboration, suivi des politiques en matière de développement durable et sur la mobilité, avec un regard particulier sur tout ce qui va être mobilité active. Donc, quand on parle de mobilité active, piéton, vélo, trottinette, enfin, voilà, tout ce qu'on connaît en termes de mobilité active, qu'on appelait aussi mobilité douce. Et tout ça en partenariat avec le syndicat mixte des transports, puisque sur le territoire de Cap Excellence, nous avons donc un syndicat mixte des transports qui opère sur ce territoire et aussi sur celui de la CARL. Donc, la CARL, c'est la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, qui regroupe les communes de Gosier, Saint-François, Sainte-Anne et jusqu'à la Désirade. Et juste un petit clin d'œil particulier, donc dans les participants, là, on a Anaël, qui est donc le chargé de projet développement durable à Cap Excellence et qui suit particulièrement tout ce qui est problématique de mobilité électrique. C'est fini. J'en ai fini. Joël, tu peux enchaîner? Oui, Joël, lequel, moi ou ouais. Ah, pardon. Lequel? Joël Montout, voilà. Joël M. Ah, ok. Donc, moi, je m'appelle Joël Montout. Je suis. Les intervenants d'abord. Tiens. Ouais, je m'appelle Joël Montout. Je suis cofondateur de la société M-Wheel. Je suis basé à Bordeaux. Je suis dans la mobilité depuis 6 ans et donc M-Wheel existe depuis janvier 2019. Donc, nous, en fait, on propose sous Bordeaux des solutions mixtes mobilité, vélo, trottinette, avec station de recharge ou sans station de recharge aux entreprises et aux collectivités. Donc, ponctuellement, on peut répondre à des besoins de particuliers de trottinettes en location courte durée ou à l'achat. Mais on s'est focalisé essentiellement pour répondre à un besoin surtout des entreprises et des collectivités. Donc là, nous, aujourd'hui, on a donc nos vélos qui sont adaptés donc aux stations et aux stations de recharge, donc raccordés au réseau. Et donc, d'ici la fin de l'année, on aura une station qui sera raccordée, qui sera en fait en autonomie, raccordée en fait à des stations, à des panneaux solaires plutôt. Et donc, du coup, on pourra à terme proposer vélo, trottinette avec des stations de recharge raccordées directement à des solutions de recharge solaire. Donc, voilà. Et forcément, moi aussi, dans un petit coin de ma tête, je regarde un peu ce qui se passe aux Antilles, en Guadeloupe, et voir comment éventuellement faire avancer aussi les choses sous les îles, puisque c'est quand même important de faire évoluer la mobilité. Voilà. Alors, très bien, merci Joël. France, à ton tour, passer à la moulinette. Hein. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, moi je m'appelle Franz Ebader, je suis guadeloupéen martiniquais, 50-50. J'ai créé Green Technology en 2013 sur un constat très simple. Moi j'ai passé 12 ans dans l'upstream pétrolier, c'est-à-dire construire des plateformes et les déployer beaucoup en Afrique et beaucoup en mer du Nord. Et j'ai réalisé très tôt, puisque j'étais au cœur du modèle, que le modèle basé sur le pétrole était non seulement voué à mourir, tout simplement, et en plus n'était pas en général au bénéfice. Du coup, le fondement de toute la stratégie Green Technology depuis 8 ans maintenant, c'est de dire que la conjonction du véhicule électrique
du photovoltaïque et de l'Internet donne des opportunités au territoire de reconstruire complètement toute sa stratégie mobilité et énergétique, qui sont deux pans fondamentaux d'un développement durable d'un territoire. Donc, on a construit patiemment, ça a pris des années, la solution Easy Drive, la solution de réseau solaire, de bornes de recharge, qui permet en fait aujourd'hui de faire des modèles économiques collaboratifs. Pour faire très simple, je vais déployer tout à l'heure, pour faire très simple, n'importe quel Guadeloupéen peut mettre à disposition des voitures, avoir un modèle économique ou mettre à disposition des parkings, avoir un modèle économique pour les bornes de recharge qu'on y installe, ou être un usager de véhicules électriques pour lui ou professionnellement, avoir un modèle économique et de façon collaborative à partir d'une stratégie déployée sur la plateforme Easy Drive, les bornes Easy Drive, les centrales photovoltaïques, un service si on veut de recharge est accessible en collaboratif à tous les citoyens. Voilà, c'est un projet technologique et citoyen de mobilité et d'énergie. D'accord. Merci France pour ta présentation. Du coup, on va passer à Richard pour la petite présentation. D'accord. Alors moi-même, Richard, je suis donc le CEO fondateur de Zero Fuel. Zero Fuel est installé sur la Guadeloupe depuis maintenant un peu plus d'1 an et acteur donc dans la mobilité électrique, en particulier aujourd'hui sur des scooters et des motos, et incessamment sous peu sur d'autres types de véhicules. Voilà. Donc, du coup, je le rappelle aux nouveaux participants. Je pense qu'on va commencer par Anaïs, du coup, qui va développer quelques questions. Et par la suite, vous pourrez lui poser des questions et, voilà. Et peut-être aussi, pourquoi pas débattre. D'accord. Merci Alicia. Alors, merci Alicia donc, qui va rythmer donc, notre visio. Et effectivement, donc, on va commencer avec un des premiers intervenants, donc Anaïs, et savoir, bon, moi, ce que je voulais, c'était aujourd'hui savoir au niveau, par exemple, de la Guadeloupe, parce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux dans le domaine de la mobilité, ce qui est fait, ce qui a été fait déjà, et peut-être ce qui est à venir. Ce que je vous propose en fait pour faire un point sur ce qui est à venir, il me semble intéressant de partager avec vous sur la loi LOM pour commencer. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. Est-ce que vous voyez la présentation? Yes. Ouais. D'accord. Yes. Très bien. Donc, l'idée, c'est de commencer à vous faire un point sur la loi LOM. Donc, la loi d'orientation sur les mobilités qui a été notre petit cadeau de Noël en décembre dernier. Donc, loi qui a été promulguée le 24 décembre. Pour l'instant, il n'y a pas encore de décrets d'application qui sont sortis puisque c'était prévu en début d'année. Et notre ami coronavirus est passé par là, donc c'était un petit peu retardé. Néanmoins, certaines mesures sont déjà applicables et il y a de chances quand même que cette loi ait des applications et des impacts sur ce qui va arriver en termes de mobilité en Guadeloupe. Donc, très rapidement, l'idée pour moi, ce n'est pas de vous faire une présentation de toute la loi, mais vraiment un focus sur ce qui va nous intéresser aujourd'hui. En termes de gouvernance, donc, concernant les autorités organisatrices de mobilité, AOM, il n'y aura pas beaucoup de changements pour nous en Guadeloupe. Néanmoins, quand même, un changement remarquable, c'est que désormais, les compétences des AOM deviennent à la carte. Jusqu'à maintenant, les autorités organisatrices des transports avaient quand même des compétences obligatoires. Aujourd'hui, une autorité pourra décider, par exemple, de faire du transport en commun, mais de ne pas du tout s'occuper de la mobilité électrique, de ne pas du tout s'occuper de la mobilité active. Voilà, chaque AOM sera vraiment libre de choisir ce qu'elle va exercer comme compétence. Et donc, ça veut dire peut-être une multiplicité d'acteurs, ce qui ne va pas forcément simplifier la chose. Donc, quand même assez important pour nous. Deuxième point en termes de gouvernance qui peut modifier un petit peu
ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la notion de bassin de mobilité. Aujourd'hui, l'organisation du transport et de la mobilité est envisagée à l'échelle de ces autorités, donc des AOM, donc une agglo ou un syndicat mixte de transport pour ce qui concerne la Guadeloupe. Aujourd'hui, il va falloir considérer des bassins de mobilité. Pour prendre l'exemple de Cap Excellence, on peut très bien envisager un bassin de mobilité qui comprendra les villes de Petit-Bourg-Goyave avec l'agglo Capex et peut-être Gosier et Morne-à-l'Eau. Donc, ça veut dire qu'on aura 3 communautés d'agglomération qui seront concernées, qui devront s'unir au sein de ce même bassin de mobilité et qui devront réfléchir ensemble à une mobilité à l'échelle de ce bassin. En termes de planification des mobilités, ce qui va être modifié, donc les PDU qu'on connaissait, plan de déplacement urbain deviennent plan de déplacement mobilité, donc ça on le savait quand même déjà. Quand même nouveauté, c'est qu'il y aura une obligation d'enrichir ces PDM, maintenant, plan de déplacement mobilité, avec un volet relatif à la continuité cyclable et la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce qui est quand même très remarquable chez nous parce que, disons-le clairement, aujourd'hui, on a très peu d'itinéraires sécurisés pour les piétons et les vélos. Et donc, avec cette obligation de planification et de continuité pour les piétons et les vélos, on peut envisager que tous les dispositifs de mobilité qui sont relatifs à ces modes vont pouvoir être développés également. Deuxième point qui va concerner plus les entreprises, c'est les plans de mobilité qu'on appelle maintenant plans de mobilité employeurs. Avant, les plans de mobilité concernant les entreprises, ça concernait les entreprises de 100 salariés. Aujourd'hui, on est descendu à un niveau inférieur, donc qui va concerner plus d'entreprises chez nous, parce qu'on sait que le format des entreprises guadeloupéennes, c'est plus des TPE, enfin, voilà, des petites entreprises que des très grosses entreprises, avec par contre moins d'obligations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, donc, toutes les entreprises qui auront au minimum 50 salariés auront l'obligation chaque année d'organiser des négociations annuelles sur la qualité de vie au travail. Et c'est à l'occasion de ces négociations qu'on va parler mobilité. Et en fait, seules les entreprises qui n'auront pas trouvé d'accord à l'occasion de ces rencontres annuelles, on va parler qualité de vie au travail, devront mettre en place un plan de mobilité employeur. Parlons maintenant covoiturage, 2 mesures qui ont vocation à booster un petit peu ce covoiturage. Premièrement, les AOM auront la possibilité de subventionner directement les usagers du covoiturage. Ce n'est pas une obligation, mais ce sera une possibilité pour les AOM, sachant que cette subvention pourra être cumulée avec des offres qui seront proposées directement par les employeurs. Et l'autre chose, c'est les voies réservées. On envisage de pouvoir avoir des voies réservées au covoiturage. Alors, honnêtement, en Guadeloupe, je pense qu'on va d'abord se concentrer sur des voies réservées au transport en commun. Mais voilà, ça figure dans la loi et c'est une piste aussi pour accélérer ces aspects de covoiturage. Dernier point sur cette loi LOM, c'est l'accessibilité aux dispositifs de recharge. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément très encadrés. En tout cas, il n'y a pas d'obligation d'avoir des dispositifs de recharge sur l'espace public ou sur les parkings, enfin jusqu'à l'application de la loi. Désormais, et donc il y a des choses qui sont déjà en vigueur sans même avoir des décrets d'application, il va y avoir des pourcentages, des nombres de places qui devront être équipées. Donc pour la voirie, il va devoir attendre un décret, un arrêté ministériel. Par contre, pour tout ce qui est parking non résidentiel, là, les dispositifs sont déjà applicables en termes de nombre de places et de pourcentage de places équipées. Maintenant qu'on on a dressé un peu le point à l'échelle nationale, un petit zoom sur l'échelle Guadeloupe et l'échelle région Guadeloupe à travers la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand on regarde les consommations énergétiques de la Guadeloupe, le premier poste de consommation, c'est carburant transport, 68%. Et donc, dans ce carburant transport, on voit qu'on a en fait 63% de ce poste qui est dédié à la consommation liée au carburant routier. Donc, dans la PPE, forcément, il y a un axe très fort sur la mobilité en Guadeloupe. Mobilité qu'on souhaite aller de plus en plus vers la mobilité électrique,
en ayant bien en tête que le mix énergétique en Guadeloupe est encore très carboné. Donc, il va falloir que cette mobilité qui va être de plus en plus électrique s'accompagne d'un mix énergétique plus favorable. Parce qu'aujourd'hui, c'est simplement 21% le mix énergétique avec l'énergie renouvelable ne représente que 21% en fait, de la production énergétique en Guadeloupe. Donc très rapidement, dans cette PPE, ce qu'on va retrouver en axe prioritaire en matière de mobilité qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment aller vers de la mobilité plus propre, avec des voies de progrès qui ont été identifiées, en se disant très clairement que la transition énergétique au niveau des transports n'a pas commencé en Guadeloupe. On voit quelques véhicules électriques, mais bon, on ne peut pas dire que la transition est démarrée et qu'il va falloir encadrer cette mobilité électrique parce que l'idée n'est pas de déstabiliser le réseau. Donc, en projection, l'idée, c'est d'avoir une réduction et une substitution de 32% des véhicules thermiques vers de l'électrique. En orientation, donc d'ici 2030, donc ça va arriver assez rapidement, l'objectif, c'est d'avoir 30% de véhicules électriques. Je ne saurais pas vous dire où on en est aujourd'hui, mais à mon avis, on a une grande marge de progrès pour atteindre ces 30%. Un déploiement de 200 points de recharge sur l'espace public, donc des 200 à minima. Des études qui ont déjà été lancées, notamment sur tout ce qui est schéma de développement de véhicules propres. Et puis, on flèche de possibles accompagnements financiers, notamment sur tout ce qui va être flotte captive ou aide en tout genre sur de la mobilité électrique. Et l'aménagement, point primordial. On le sait, si on veut aller vers du report modal sur de la mobilité active, mobilité électrique, il faut vraiment avoir les aménagements adaptés, sinon on n'y arrivera pas. Donc, comment on traduit tout ça à l'échelle de Cap Excellence? Donc, juste pour rappeler, Cap Excellence, c'est un quart de la population, donc un quart des logements, un territoire à moitié urbanisé, enfin, moitié de la territoire qui est urbanisé, moitié qui est espace naturel et agricole, tous les principaux équipements structurants de la Guadeloupe, donc port, aéroport, les grands centres commerciaux, l'université, etc. Près de la moitié des emplois, 18 000 entreprises. Donc, on imagine que tout ça, ça concentre beaucoup de déplacements. Cap Excellence, c'est 300 000 déplacements par jour en moyenne. Rien que sur le pont de l'Alliance et de la Gabarre en cumulé, on est à 130 000 véhicules jour. Et puis, un transport en commun qui ne représente que 2,4. Donc, des questionnements qui arrivent avec toutes ces problématiques. Comment réduire l'impact de la mobilité? Comment décongestionner les axes routiers? Les axes routiers qui sont très congestionnés. Réduire le recours à la voiture individuelle, cet autosolisme qu'on connaît bien chez nous. Quelle place donner à la mobilité électrique sur les bornes, sur des voies dédiées? Et puis, comment favoriser l'intermodalité? Parce qu'on sait très bien que la solution passera par une multiplication des modes. On ne va pas avoir un seul mode pour résoudre tous les problèmes de mobilité qui existent sur le territoire de l'agglo. Pour répondre à ces questionnements, on a quelques projets qui sont déjà en cours, avec d'autres qui arriveront. Le transport en commun, site propre dont on parle depuis plusieurs années, on a parlé de tramway, aujourd'hui on parle de bus au niveau de service, mais finalement peu importe le mode, l'idée c'est d'avoir un transport en commun avec des voies dédiées. Des bornes de recharge photovoltaïques pour les véhicules électriques, on en a 16 programmées sur le territoire. On était parti sur un usage pour le personnel de Cap Excellence, on réfléchit à l'ouvrir au public dès le déploiement des bornes. Une promenade verte et bleue qui va être le support en fait, de toute notre mobilité active sur le territoire. Aujourd'hui, on projette environ 60 km de promenade à travers donc, tout le territoire de Cap Excellence pour les modes actifs. Donc, ce que je disais, vélo, trottinette, tout ce qu'on peut imaginer en mode actif, mais pas de voiture. Des itinéraires touristiques. L'idée, c'est de commencer à Pointe-à-Pitre autour du port de croisière, puis de déployer ça sur l'ensemble du territoire. Itinéraires touristiques qui, là aussi, seront uniquement mode actif. Des rénovations urbaines qui sont en cours, qui devront obligatoirement intégrer tout ce qui va être mobilité électrique, mobilité active. L'aménagement de Perrin, qui va devenir l'entrée d'agglomération avec le nouveau CHU, la zone de Dotémar qui est en pleine expansion, qui devient une grosse zone d'activité.
et puis du délogement, etc. Donc là, ça va être un quartier qu'on va souhaiter assez exemplaire sur tout ce qui va être mobilité en tout genre. Et puis, la révision du PDU, qu'on devrait donc maintenant appeler PDM, qui est portée par le syndicat mixte des transports et qui est actuellement en cours. Voilà pour répondre à la première question, Richard. Merci Anaïs pour ce gros tour d'horizon et c'est hyper intéressant. Alors, juste pour préciser pour l'audience, AOM, le décoding d'AOM. Alors, AOM, ce que je disais, autorité organisatrice de la mobilité. Ok, parfait. D'accord. Alors, moi, j'ai noté plein de choses, hein, notamment le bassin de la mobilité. J'aime bien la question de cette notion de bassin et surtout comment interconnecter ces bassins, quoi. Donc, il y aura des représentants, des délégués. Alors, l'idée, c'est qu'il y ait un comité de suivi de ces bassins, que les bassins soient déterminés par la région Guadeloupe en accord avec les AOM. Maintenant, ça va être très, très flou. Qui va composer ce comité? Pour l'instant, la loi n'est pas très, très détaillée sur ça. Donc, on va certainement devoir attendre les décrets d'application pour en savoir plus. Mais voilà, en perspective, en termes de gouvernance de la mobilité, c'est quand même un point assez important. D'accord. Alors, parmi nos participants, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser à Anaïs? Oui, pas timide. Ça a été très clair, en fait. Une petite question rapide. Hein. Je participe parce que je suis très curieux. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Donc, vous parlez de photovoltaïque. En fait, il y a une programmation de bornes. Ça se matérialise comment? C'est une programmation ou c'est déjà en cours? Ça se passe comment exactement? Alors, aujourd'hui, à l'échelle de CAPEX, nous, on a mené des études pour savoir un petit peu où on allait déployer les bornes. Maintenant, comme je le disais, à l'échelle régionale, en fait, il y a un schéma sur la mobilité propre qui est en cours. Et l'idée, c'est peut-être d'attendre ce schéma pour voir un petit peu ce qu'il prévoit, parce qu'il prévoit aussi des précisions sur le déploiement de ces bornes et de ces bornes qu'on souhaite principalement photovoltaïques. Maintenant, sur tout ce qui est dispositif de borne, je pense que Franz en parlera un peu plus. Mais voilà, l'idée, c'est là, on va voir si on attend le schéma régional, si on y va. Il y aura certainement peut-être un déploiement en plusieurs temps, avec peut-être dans un premier temps des bornes qui seraient déployées pour Cap Excellence et ensuite ouvertes au public. Là, c'est vrai que c'est des choses qui sont toujours en cours de discussion, notamment avec la région Guadeloupe. Ok, merci. Bien. D'autres questions? Alors, moi, je rebondis sur la question des bornes. Donc, vous disiez 16 bornes programmées, c'est ça? CAPEX, pour l'instant, oui. Est-ce que ça rentre dans un appel d'offres ou alors c'est comment? Comme je disais, hein, pour le déploiement des bornes, là, vraiment, on est un peu en stand-by. On attend un petit peu la position régionale. Forcément, on devra passer par un appel d'offres, puisque voilà, on est une collectivité, donc forcément, ça passera par un appel d'offres. Maintenant, c'est vrai que nous, on est relativement prêts. On attend vraiment d'être dans une stratégie globale cohérente à l'échelle de la Guadeloupe. L'idée étant que toutes les agglos, toutes les AOM, tous les porteurs de projets sur ce type d'équipement soient en phase, qu'on n'ait pas par la suite en fait de problèmes de connexion. Je prends un exemple très concret. Je suis habitante de Cap Excellence, j'ai un abonnement pour les bornes de Cap Excellence et parce que la CAP ou une autre communauté d'agglomération aurait choisi un autre type de borne, on ne soit pas en mesure de se recharger sur ces autres types de bornes. Honnêtement, je pense que techniquement, c'est des problèmes qu'on est largement en mesure de résoudre aujourd'hui. Là encore, je pense que Franz pourra nous en parler bien mieux que moi. Mais voilà, l'idée, c'est d'être quand même cohérent, d'être en accord avec tout ce qui peut se faire à l'échelle de la Guadeloupe. Et donc, du coup, une fois qu'on aura un consensus sur ça, on pourra déployer ces bornes. Il existe quand même déjà des bornes, parce que les 16 bornes dont je parle, c'est des bornes qui seraient portées par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Néanmoins, il y a déjà des bornes qui existent sur le territoire. Là encore, je ne pourrais pas vous dire combien, mais je sais qu'il y a des centres commerciaux qui proposent aujourd'hui des bornes de recharge électrique. Voilà, sur le territoire de Cap Excellence, il existe déjà des bornes de recharge. Alors, même moi, j'ai essayé de dénombrer combien de bornes qu'il y a déjà en Guadeloupe. Je crois qu'on a peut-être une douzaine de bornes globalement.
France pourra peut-être nous donner son expertise sur la question des bornes notamment et le nombre. Mais c'est vrai qu'à l'usage de la Guadeloupe, bon, c'est encore, on fait vache maigre, je peux dire. C'est encore anecdotique. On a beaucoup de bornes qui ont été déployées, soit pour répondre un petit peu à des obligations réglementaires, soit pour verdir l'image, soit parce qu'il y a une opportunité qui a permis d'installer des bornes. Mais voilà, quand on dit dans la PPE que la transition n'a pas été faite encore au niveau de la mobilité, on parle aussi de ces bornes qui sont encore à une échelle très anecdotique. Et c'est pour ça que le chiffre de 200 bornes déployées à l'horizon 2030 est quand même intéressant. Et voilà, il y a aussi des objectifs en matière de déploiement des bornes à l'échelle régionale. Et y a-t-il d'autres questions parmi nos participants? Un mot à rajouter par rapport à la question au sujet des bornes? Écoute, volontiers, si tu me permets, Richard, je vais commencer par rebondir sur une slide formidable qu'Anaïs nous a présentée. Donc, vous me dites si vous voyez mon écran, si ça remonte là ou pas. Vous voyez l'écran? Oui. Oui. Donc, moi, en fait, j'ai une… Pardon? Affiche-le en complet. D'accord. On va voir si ça… Vous voyez toujours? Top. Oui ou non? Je n'ai pas entendu. Top, c'est nickel là, nickel. Ouais, génial. Donc en fait, je rebondis sur ça qui est une réalité, on ne va pas revenir dessus. En fait, les carburants, c'est une partie très importante aujourd'hui de la consommation énergétique du territoire. Et quand on regarde un petit peu au fond des choses, une maison, enfin un appart, alors ça varie beaucoup. Hein. Moi, j'ai une maison bioclimatique, on est à 5000 Wh par jour. Enfin, bioclimatique, c'est les anciennes maisons en bois, hein. Ce n'est pas un truc moderne. Hein. On savait déjà faire aux Antilles avec notre savoir-faire. Un véhicule thermique lambda consomme pour faire 50 km à peu près 40 000 Wh. Donc, en fait, le fondement de notre mix de consommation énergétique, c'est que la mobilité traditionnelle, c'est tout simplement une orgie énergétique par la consommation des moteurs thermiques et leur complexité historique. On s'est juste habitué à cette hyper-complexité. Si on compare, un véhicule électrique consomme 7000 Wh pour faire 7000 Wh pour faire le même kilométrage. Et si on met cette énergie verte, eh ben c'est 7000 Wh vert. Donc, c'est une fraction de ce que consomme un moteur thermique. Et du coup, si par un coup de baguette magique, on arrivait à transformer d'un coup tous les véhicules thermiques en électriques, ce qui ne va pas se passer. Et comment réaliser, j'ai envie de dire, la magie totale? C'est par le biais d'une plateforme Internet collaborative, de permettre de faire sauter un certain nombre de verrous qui bloquent un petit peu la mobilité électrique. Alors, donc, EasyDrive, c'est le réseau que l'équipe Green Technology déploie en Guadeloupe, Martinique, Guyane et bientôt à Sainte-Lucie. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on installe des centrales photovoltaïques, on installe des bornes de recharge et on propose des services. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il y a effectivement des verrous sérieux qui font que ça n'est pas en train de démarrer. Le premier verrou, c'est que les usagers, donc vous, les auditeurs, vous dites, ben oui, c'est bien gentil, mais combien de bornes il y a? Parce que moi, je n'achète pas de véhicule électrique tant qu'il n'y a pas de bornes. Jusqu'en 2020, jusqu'à début 2020, les concessionnaires auto disaient, ben, il n'y a pas, ou les opérateurs, simplement, les gens se disaient, ben, il n'y a pas vraiment de véhicules électriques, donc je ne vais pas commencer à investir dans un réseau de bornes, il n'y a pas de modèle économique. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Ce cercle vicieux-là, l'idée, c'est de le retourner en un cercle vertueux. Et comment on fait ça, en fait? C'est en animant un peu, et là, quelque part, tu le fais déjà très bien, Richard, en regroupant cet nombre de personnes, en animant la connexion entre tous les prescripteurs, les concessionnaires, les loueurs de voitures, les gens qui ont du foncier et les gens qui ont des parkings. Et du coup, EasyDrive est en train d'animer cette activité-là et de déployer des bornes de recharge en Guadeloupe. Donc, on a déjà nos propres bornes de recharge qui sont ici et ça va accélérer. On avait un rythme assez élevé en tout début d'année et ça va accélérer encore plus à la sortie du confinement.
Ce qui est important aussi de noter, c'est que la législation a complètement changé en Europe et elle impose à tous les constructeurs automobiles d'avoir un quota, alors c'est un quota en grammes de CO2 moyen sur leur parc vendu, un quota de véhicules électriques, ce qui se répercute, ce quota-là, chez les concessionnaires. En 2020-2021, la plupart des concessionnaires auront un ordre de grandeur entre 5 et 10% de véhicules électriques qu'ils doivent vendre pour pouvoir maintenir les quotas de leurs constructeurs. Donc, ça fait beaucoup de véhicules. Il se vend 15 000 véhicules par an en Guadeloupe. Si on dit 10%, ce qui est le plafond, ce sera un peu moins. Mais la target, la cible, c'est quand même 1500 véhicules. Donc, ça va aller dorénavant très vite. Je donne quelques indications sur les sujets d'interopérabilité. Donc, c'est des sujets qui consistent à dire si CAPEX met ses propres bornes et qu'un autre PCI met d'autres bornes, etc., on ne va pas s'en sortir. En théorie, c'est un risque, mais qui aujourd'hui est non seulement la technologie, mais la régulation européenne a pris en charge. En termes de technologie, il y a un standard de connecteurs qui s'appelle le type 2 peu importe, il y a des standards de connecteurs qui font que tous les constructeurs de véhicules et tous les constructeurs de câbles de recharge et surtout tous les constructeurs de bornes s'imposent le même standard pratiquement au niveau mondial maintenant. Donc ça, vous habitez CAPEX, est-ce que ce sera compatible aux bornes CAPEX? Eh bien, écoutez, nous, on a construit notre plateforme selon des normes d'interopérabilité. Il y en a plusieurs. La norme principale s'appelle JRF en Europe. Donc, nous, on est interopérable avec l'ensemble des standards européens de plateformes de bornes. Donc, ça, c'est un problème très facile à résoudre et c'est pour ça que nous, comme opérateurs privés, nous sommes en train de déployer parce que ces sujets-là ne nous paraissent pas être des verrous. À l'inverse, je vais essayer d'être rapide dessus, les vrais verrous sont, j'ai envie de dire, des verrous de foncier. C'est-à-dire qu'il faut trouver des places de parking, il faut trouver que la place de parking elle puisse être compatible avec un endroit où on met du photovoltaïque, parce que nous, on veut résoudre d'emblée le sujet solaire. On est un réseau de bornes solaires. Il est hors de question, quand ça s'appelle Green Technology, ou tout simplement quand on est un opérateur sérieux sur le territoire, de mettre des bornes qui ne sont pas alimentées par de l'énergie verte, puisque ça, voilà, le sens il est complètement perdu. On déplace le problème, comme Anaïs l'a parfaitement identifié. Et du coup, ce n'est pas toujours facile d'avoir des panneaux solaires au-dessus des bornes. En fait. Pour faire simple, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'Internet de l'énergie. C'est pour ça que la troisième composante photovoltaïque, véhicule électrique, la troisième composante, c'est l'Internet qui nous permet d'avoir une solution d'Internet de l'énergie qui permet de mettre, en fait de l'upload-download, comme vous le faites avec vos films en streaming. Vous n'avez plus tous vos films sur un disque dur, vous les téléchargez et voilà. Mais on télécharge, si vous voulez, on upload en fait de l'énergie sur le réseau qu'on tire à d'autres endroits sur les bornes. Et on a des flux financiers, des flux énergétiques qui font qu'on a fait sauter au moins ce verrou-là de oui, mais il faut mettre des ombrières, ça coûte cher, etc. Voilà, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, je suis ouvert à vos questions. Très intéressant. Merci France de ton intervention. Parmi les auditeurs, quelqu'un qui aurait une question, une explication? Juste une petite question, c'est pour Franz. Donc, Franz, il est sur la Guadeloupe, la Martinique ou la métropole? Il est où exactement? Alors ça c'est une très bonne question. Merci, ça me permettra de parler un peu de notre philosophie. En fait, ce qu'on souhaite, nous, c'est profiter de ce petit espace-temps où finalement on est un petit peu dans une phase d'opportunité pour le territoire. C'est de dire qu'on souhaite déployer un réseau qui peut être déployé en mode collaboratif. Je vais revenir à la question, mais un mode collaboratif où n'importe quelle personne qui a un petit parking peut mettre une borne et avoir une partie du modèle économique. Si vous avez une toiture, vous pouvez mettre du photovoltaïque, avoir une partie du modèle économique et comme usager de véhicule aussi. Du coup, on est dans le mode crowd. Vous connaissez peut-être le crowdfunding, le crowdsourcing. Mais nous, on est dans le crowd charging. Et parce qu'on est depuis toujours dans un mode collaboratif, donc on est des Guadeloupéens
qui sommes associés à l'entreprise Green Technology, donc les ingénieurs. Je suis en train de faire toute la démarche. En 2020, ce sera publié d'ici quelques semaines ou quelques mois. Un certain nombre d'employés, en tout cas guadeloupéens, martiniquais de l'entreprise, sont déjà d'emblée sûrs d'être associés à l'entreprise. Donc Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et en plus, les investisseurs qui ont mis de l'argent sont aussi des gens du territoire qui ont mis un petit peu d'argent. Donc on est en quad depuis l'ingénierie, évidemment la partie commerciale marketing, depuis les investisseurs, et on déploie en quad avec les gens qui veulent bien être actifs dans hybride. Donc, j'ai fait le choix de passer en hybride et passer quasiment après en électrique parce que bon, la métropole, c'est pas évident. Le premier frein que j'avais, c'était effectivement trouver des bornes. Et comme j'envisage aussi un retour au pays natal bientôt, donc je me posais la question de savoir en fait comment c'est déjà équipé je suis de la Guadeloupe, comment c'est équipé en Guadeloupe. Et je suis très très content et satisfait en fait, de participer à cette visioconférence parce que je vois que les choses avancent, ça évolue. Et France, je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse rentrer en contact. Je pense que Richard t'en dira peut-être un peu plus. Parce que ça me parle vraiment cette notion de nuage. Et je trouve ça super intéressant, cette notion de flux énergétique qui pourra en fait circuler d'un endroit à l'autre sans se poser de barrières, de questions, quoi que ce soit. Donc ça m'interpelle. Et j'encourage vivement en fait j'envisage vivement en fait cette méthodologie. Je te remercie, Joël. Juste puisque tu es un passionné, sans faire un épilogue trop long par rapport à un professionnel en fait, de la sécurité. Effectivement, le sujet de la sécurité de la plateforme est très important puisque ce sont des flux qui appartiennent à des quantités de gens. Donc ça, on travaille très dur dessus. On est aussi en train de travailler sur le blockchain puisque quand on annonce que vous vous chargez sur de l'énergie solaire, encore faut-il pouvoir le prouver. La blockchain, c'est une technologie qui permet d'avoir des certificats sur vos flux énergétiques et donc de pouvoir prouver que chaque électron en fait est été produit par les centrales photovoltaïques. En tout cas, je ferme la parenthèse pour les non-initiés, mais c'est un monde absolument passionnant qui donne des opportunités passionnantes, y compris de développement économique pour les entreprises du territoire qui s'intéressent au sujet. Je suis d'accord avec toi. Merci encore. Bon, France, tu monopolises trop longtemps la parole, hein, ça ne va pas. Mais du coup, on a une question de Jérémy, du coup, qui demande combien de temps on prend pour recharger un véhicule électrique avec donc les bornes solaires. C'est une très bonne question. En fait, il existe des bornes de puissance très variable et de coût extrêmement variable. Donc, ça va de 3 kW à 150 kW. Nous, on installe toute la gamme, en sachant qu'une borne de 3 kW coûte, j'ai envie de dire, entre 1 000 et 2 000 euros, et une borne de 150 kW coûte 150 000 euros. On est pratiquement à 1 euro le kilowatt. J'exagère à peine. Du coup, une borne de 50 kW, pour parler de quelque chose un peu plus raisonnable pour notre territoire, recharge un véhicule entre une demi-heure, enfin entre 20 minutes et 1 heure. Une borne de 3 kW recharge un véhicule entre 5, 6, 7, 8 heures selon le manque de charge. Ce qu'il faut quand même admettre, c'est deux choses. La première chose, je dirais que, et je ne vends pas de véhicule électrique, mais comme vous l'avez compris, c'est une opportunité pour nous, le véhicule électrique, de changer un peu les règles du jeu énergétique. Donc, ça vaut le coup. Le véhicule électrique, lui, est infiniment supérieur technologiquement au véhicule thermique. Et il y a quelqu'un qui disait il y a quelques années, on n'est pas passé de la charrette à cheval au véhicule thermique parce qu'il n'y avait plus de cheval. Donc, on ne va pas passer du véhicule thermique au véhicule électrique parce qu'il n'y a pas de pétrole. Je suis un pétrolier, il y a encore du pétrole. C'est juste que cette technologie-là, elle va disrupter l'ancienne parce qu'elle est supérieure. Une fois qu'on a dit ça, un véhicule, qu'il soit électrique ou pas, il reste 90% de son temps garé quelque part, au bureau, à la maison, et puis un certain nombre d'heures au supermarché. Là, on va dans des lieux de vie, au restaurant. Et du coup, il suffit d'organiser suffisamment bien les réseaux de bornes pour être présents sur les lieux de vie, domicile, travail, et restaurants, supermarchés, dans les autres, cinéma, etc., pour pouvoir avoir une couverture, une vraie couverture réelle, largement suffisante.
Une fois que j'ai dit ça, le problème de la recharge rapide se pose vraiment sur le continent. Vous devez faire l'île Bordeaux, vous avez un vrai problème parce qu'il y a 1000 km. Quand vous faites Anse-Bertrand, Vieux-Fort, ben, il y a 98 km. Les véhicules aujourd'hui font 300 km d'autonomie. Donc, le modèle de la recharge publique, c'est un modèle d'appoint, de programme inattendu, voilà, de surprise, d'oubli. C'est pour ça d'ailleurs que le modèle économique n'est pas si attractif. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, parce qu'il n'est pas extrêmement attractif, parce qu'on ne s'y chargera pas si souvent finalement. Mais par contre, c'est fondamental de l'avoir parce que c'est une sécurisation. Donc voilà, je voulais un petit peu remettre dans le contexte la rapidité. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était super. Je pense qu'on va passer à la toute dernière question et puis après, on va enchaîner avec Joël, du coup. Joël Relmi demande si les bornes sont des connecteurs de type 2 et CHAdeMO. Et voilà. Tu as type 2, tu as CHAdeMO pour les japonaises et tu as Super Combo pour les européennes. Tout ça est très, très standardisé. Je pense que CHAdeMO va même finir par disparaître. Donc, tu auras un standard AC, un standard DC. Mais là, j'ennuie les noms initiés. Bon, il y a encore une dernière question assez intéressante et puis après on passe à Joël du coup. Donc JM Raphaël dit l'intérêt de véhicules électriques est certain, mais ma question est de savoir s'il y a déjà des professionnels compétents en matière de maintenance des véhicules réparation. Le coût des pièces détachées n'est-il pas excessif? C'est une excellente question. Le véhicule électrique, ce n'est pas la panacée parce que la batterie, d'un point de vue environnemental, pose un souci à sa construction et à sa déconstruction, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a dit ça, tout le reste, c'est la panacée. Le véhicule électrique n'a pas de défaillance. Vous avez des moteurs électriques dans votre voiture, vous baissez, vous levez vos vitres, vous faites tourner vos essuie-vitres, vous n'avez jamais entendu parler que ça tombe en panne. Mais c'est pareil pour le moteur de la voiture, il va rouler 1 million de kilomètres avant de faire la première panne. Donc, il n'y a pas de sujet de pièces détachées, il y a uniquement un sujet de batterie. Aujourd'hui, les constructeurs ont le bon temps de les garantir 5-7 ans, parfois 7-10 ans. Donc, le sujet de la batterie est à peu près, j'ai envie de dire, circonscrit dans ce cadre-là. Et dans 2 ans, grand max, les véhicules électriques seront plus compétitifs. Donc, la bataille, elle est déjà perdue pour le véhicule thermique. Ce qu'il faut, c'est de savoir, nous, comme territoire, comment on mitige le risque de la batterie, et comment on profite de tout le reste. Et pour finir, il faut quand même des compétences de maintenance, même si les maintenances c'est essentiellement autour de la batterie, ou bien de temps en temps un petit check avec une valise électronique. Il faut des compétences, et ça, je sais que c'est un sujet auquel Richard est très sensible, c'est la formation de ces compétences-là. Je vais le laisser élaborer, mais oui, ce sont de nouveaux métiers, comme les centrales photovoltaïques, comme les bornes, comme l'Internet de l'énergie. Ce sont de nouveaux métiers à forte valeur ajoutée, très difficiles à délocaliser, qui vont compenser pour la perte de métiers anciens. Alors, je peux compléter ton propos par rapport à la question des pièces, l'entretien, la maintenance. Personnellement, ça va faire bientôt 2 ans que je roule en électrique. J'ai une Nissan Leaf, garantie 5 ans. Alors, déjà en une année, notamment on peut prendre les Antilles, je ne sais pas combien vous faites en moyenne de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, moi, je crois que je suis à 42 000 kilomètres. J'ai fait une révision qui m'a coûté 120 € et aucun autre problème. Donc, ça veut dire qu'au nombre de cycles de batterie, ça veut dire que vous pouvez faire au moins, je dirais, 500 000 kilomètres. Donc, je pense qu'il y a le temps de rouler et d'user du véhicule avant de penser à un problème. Est-ce que ma batterie va tenir ou est-ce que si j'ai un problème technique? Les problèmes techniques, enfin, les révisions qu'il y a aujourd'hui sur les véhicules électriques, c'est le filtre à pollen, vérifier les plaquettes, l'état des pneus et des choses comme ça. C'est vraiment du basique, quoi. Alors, je ne sais pas si Jean-Michel, j'ai répondu à votre question. Allô, Jean-Michel? Bon, il n'est plus là. J'avais une autre question pour Anaïs, pour finir. Au niveau des entreprises, est-ce qu'il y a une vraie démarche d'équipement déjà en véhicule électrique? Alors, je n'aurai pas les chiffres
je pense que ça reste encore assez anecdotique pour tout ce qui est privé. Pour tout ce qui est public, en revanche, de toute manière, on a des obligations réglementaires. Donc, la loi sur la transition énergétique a imposé, notamment à l'État, d'être particulièrement exemplaire, hein, parce qu'au niveau de l'État, ils ont l'obligation d'avoir 50% de leur flotte en véhicules dits propres, que ce soit des véhicules légers ou des véhicules lourds. Pour tout ce qui est collectivité comme la nôtre, on a l'obligation d'avoir 20% de notre parc en véhicules légers, qui soient des véhicules propres. Pour les véhicules lourds, on a l'obligation de mener des études. Donc, il y a un peu moins d'obligations sur les véhicules lourds. Globalement, je pense que les collectivités essaient de respecter respectent cette obligation. De toute manière, si on ne la respecte pas, on a la DEAL qui nous tape un peu sur les doigts et qui nous rappelle à l'ordre. De Cap Excellence, qui bon, pas la plus grosse collectivité, hein, nous on a une très petite flotte, on a une trentaine de véhicules. On a fait le choix d'avoir des véhicules hybrides non rechargeables pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de borne. Donc voilà, il nous semblait pas forcément très opportun d'aller tout de suite sur des véhicules électriques. C'est ce dont Franz parlait, hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais voilà, on n'a pas encore de borne. Donc du coup, on s'est dit, avoir des véhicules électriques pour les charger sur le réseau, on ne fait que déplacer le problème. Donc la majorité de nos véhicules propres sont des véhicules hybrides avec quand même un véhicule électrique qui était mis dans la flotte en janvier, sachant que nous, on fonctionne uniquement en leasing. Donc, on n'a pas fait le choix d'acquérir ces véhicules, on est en leasing. Je sais que d'autres collectivités ont fait des choix différents. Justement, suite à la loi sur la transition énergétique, il y a eu cet appel à projet TEPCV, Territoire à énergie positive pour une croissance verte. Et il y a certaines collectivités en Guadeloupe qui en ont profité pour faire l'acquisition de véhicules électriques et de bornes de recharge. Donc voilà, les stratégies sont un peu différentes. Globalement, il y a quand même, on respecte l'obligation des 20%, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de... il y a encore une grande marge de progrès, notamment sur tout ce qui est privé, en fait, secteur privé, que tant les entreprises que les particuliers. D'accord. Merci Anaïs. J'avais noté quand même aujourd'hui, localement, il n'y a pas d'aide spécifique qui existe pour un privé qui veut faire l'acquisition d'un véhicule électrique. À ma connaissance, à un moment, la région avait proposé un appel à projet qui était ouvert aussi au privé, mais on sait très bien que voilà, les particuliers ne répondent pas à ce type de projet. Il y avait des aides qui étaient envisagées et la PPE envisage aussi d'amender en ce sens. Voilà, il y a des pistes, mais aujourd'hui, on n'encourage pas beaucoup et il faut dire qu'il y a eu, on parlait des compétences pour réparer les véhicules, etc. Honnêtement, il y a eu un moment aussi, un certain lobbying qui a été fait. Pourquoi ? Parce que les garagistes, par exemple, ce n'est pas du tout dans leur intérêt qu'il y ait plus de véhicules électriques, on l'a dit. Il y a beaucoup moins de maintenance. Donc, s'il y a moins de maintenance, c'est-à-dire qu'on va moins chez les garagistes. Et on a fait des petits sondages comme ça à l'échelle de Cap. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai lobbying, à un moment, contre le véhicule électrique. En communiquant sur justement ces batteries qui étaient difficiles à valoriser par la suite, communiquer sur le fait qu'il n'y ait pas de borne. Donc voilà, c'était assez surprenant, mais il y a eu à un moment une désinformation comme ça, en tout cas une mauvaise pub en faveur de ces véhicules électriques. Alors je ne sais pas si ça a beaucoup pesé, mais en tout cas c'est une réalité qu'on a pu constater aussi sur le territoire. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Anaïs pour cet éclairage. On va passer à Joël. Joël Montout qui est de MWheel. Et Joël, vas-y, fais-nous un petit développé de ton parcours. Et donc, tu es dans la micro-mobilité et les vélos électriques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok, voilà, là on passe de la voiture à la petite mobilité, donc la mobilité douce. Donc moi aujourd'hui, par rapport à mon parcours, en fait, je viens du domaine associatif en fait. Initialement, en fait, il y a 6 ans de ça, en fait, on m'a initié à la gyroroue, donc la gyroroue donc électrique, donc ça fait déjà 6 ans.
Et en fait, j'ai tout de suite pris goût à cette mobilité active et facile à utiliser après une formation, bien entendu. Mais c'est surtout la facilité dans le déplacement pour se rendre en centre-ville. En plus, ce sont des mobilités qui ont des lances. Donc, c'est une sensation de liberté. Et petit à petit, après la gyro-roue, je suis passé à la trottinette. Et en fait, je me suis dit, cette sensation de liberté, j'avais envie de le partager autour de moi et à des amis, à des personnes qui m'entourent. Et petit à petit, il y a eu un engouement autour de la trottinette. La trottinette en libre-service est arrivée et ça a fait un gros boom. Moi, je me rappelle quelques mois, un an avant que les trottinettes Lime arrivent à Paris, on allait en fait, j'avais une personne là qui connaissait le réseau qui avait été mis en place à San Francisco, parce que les trottinettes Lime viennent de San Francisco. Et donc, du coup, on m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse que je te mette en relation avec quelqu'un de Lime pour développer la solution sous Bordeaux. Moi, j'avais vu un petit peu comment ça se passait avec les vélos en libre-service, donc je n'étais pas trop convaincu. Donc, moi, je me suis dit, non, ça ne m'intéresse pas, je préfère laisser quelqu'un d'autre et voir un peu comment ça se passe. Et ben, on voit bien, quand les trottinettes en libre-service sont arrivées, ça a été pas de formation, tout le monde pouvait l'utiliser. Et c'est là, en fait, je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose, mais il y avait un manquement. Il y avait un manquement autour de ces nouvelles mobilités. Donc, moi, voilà, je me suis intéressé au sujet, j'ai interrogé des personnes autour de moi. Et après, grâce à l'ADEME, en fait, aujourd'hui à Bordeaux, on est partenaire de l'ADEME. On m'a proposé, en fait, d'intervenir dans les entreprises, donc de voir s'il y avait un besoin. Et depuis ça, justement, on s'est rendu compte que les personnes sont à la recherche de besoins de mobilité pour se déplacer sur les trajets professionnels ou les trajets domicile-travail. Donc, ils en avaient marre d'être dans les transports, d'être dans les bouchons, ça devenait anxiogène. Et, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin autour des nouvelles mobilités. Donc, moi, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion, je pense, de se lancer. Donc, j'ai créé M-Wheel en partenariat donc avec l'ADEME et Bordeaux Métropole et donc avec mon frère également. Et donc, du coup, voilà, on s'est lancé dans l'aventure en début d'année. Donc, initialement, on proposait simplement des trottinettes à la location ponctuelle et avec un système de leasing pour également les entreprises et les collectivités. Donc, là, justement, donc 2019, ça m'a permis justement de voir les différents besoins des entreprises. On a signé en 2019 avec Sud-Ouest, donc le journal Sud-Ouest. Et en fait, la problématique de Sud-Ouest, c'est qu'ils ont 2 sites à 900 mètres d'intervalle et il y a des salariés qui ont des réunions, en fait, régulièrement. Et donc, du coup, quand ils m'ont sollicité, j'ai exposé ma solution et ça les a plu. Et en fait, on a mis les trottinettes à disposition à Sud-Ouest. Et ça permettait en fait aux salariés de se déplacer plus facilement sur le trajet entre les 2 sites. Donc, on voit bien que entre les trajets intersites et les trajets domicile-travail, il y a un vrai besoin, il y a une vraie problématique de mobilité. Donc, nous, en fait, voilà, on se développe là-dessus. Et on a aussi intégré un besoin via les collectivités également. Les collectivités ont souvent plusieurs sites et on s'est rendu compte que également dans les collectivités, il y avait également des déplacements intersites. Donc, on répond également à ces besoins. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu. Vous allez me dire si vous voyez. Vous voyez, c'est bon? Bon? On a l'image de la réglementation là. Ok, super. Donc, en fait, je vais vous présenter un petit peu ce que dit la loi aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu nos stations, qu'est-ce qu'on propose.
Et aujourd'hui, ben, comment éventuellement on peut dupliquer la solution? Quelle est ma vision pour dupliquer notre solution aux Antilles? Donc, comme vous pouvez voir sur le slide, en fait, la loi, elle est claire. Aujourd'hui, toute mobilité active, une assurance est obligatoire. Voilà. Nous, aujourd'hui, notre partenaire, c'est Allianz. Donc, on bosse avec Allianz depuis le début. Donc, tous nos véhicules sont assurés par Allianz pour les déplacements pro et les déplacements individuels, les déplacements personnels. Les véhicules doivent être bridés au CA25. Le casque n'est pas obligatoire. Ça a fait débat, très, très longtemps. Mais en fait, il y a une explication. En fait, aujourd'hui, ils ne pouvaient pas mettre le casque obligatoire par rapport au libre-service. Parce qu'aujourd'hui, s'ils mettent le casque obligatoire pour les acteurs de libre-service, ben en fait, toute la filière est morte, en fait. Parce que c'est impossible, techniquement, de mettre un casque obligatoire pour les acteurs de free floating. Donc, du coup, ben, ils ont fait tellement de lobbying, donc ça a été accepté. Ben, voilà. Donc, le casque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Nous, par contre, dans nos solutions qu'on met à disposition dans les entreprises et dans les collectivités, le casque est obligatoire. Voilà. Donc, nous, on met à disposition la solution complète, les véhicules, avec les équipements de sécurité et les gilets de visibilité, parce qu'il peut y avoir des déplacements de nuit. Donc, on peut faire de la trottinette qu'à partir de 12 ans. Ne pas circuler à deux, ça paraît logique, mais je vous assure qu'en métropole, ça se fait régulièrement, malheureusement. Et ces véhicules, en fait, on ne peut pas circuler sur les trottoirs. C'est uniquement sur les pistes cyclables et donc les voies routières. Voilà. Ensuite, alors les risques, je ne sais pas si vous voyez à mon écran, il y a une réglementation, mais il y a aussi les sanctions si on ne respecte pas. Il faut savoir qu'en métropole, voilà, 135 € d'amende si on circule sur le trottoir, 1 500 € d'amende si on roule à plus de 25, 35, stationnement gênant, et ben, si on ne respecte pas la règle, c'est 25 également. C'est 35 également. Je suis là. Désolé. Joël? Ouais, je suis là. Je suis là. On n'a plus ton écran là. Hein? Je l'ai remis là. OK. C'est bon? Donc, en termes de véhicules, nous, qu'est-ce qu'on propose? Donc, voilà un peu les véhicules électriques, les vélos électriques qu'on propose en station. Et aujourd'hui, donc un vélo électrique, on peut faire en gros 50. Il y a un vélo électrique aujourd'hui à peu près 50 km d'autonomie. Donc, on peut aller vraiment très loin avec un vélo électrique. Et ben, pour circuler en milieu urbain aux Antilles, c'est quelque chose qui peut vraiment être adapté à condition qu'il y ait bien sûr les voies cyclables. En termes de trottinettes, nous, on a fait le choix en fait de proposer des véhicules avec amortisseurs. Et on privilégie en fait le confort, l'autonomie et également c'est surtout le confort pour que les personnes en fait se sentent en sécurité quand ils circulent en trottinette. Les amortisseurs, c'est très important. Pourquoi? Puisque en fait aujourd'hui, à cause de l'état des routes, nous on a fait le choix de proposer des véhicules avec amortisseurs et c'est très apprécié par les salariés et l'entreprise lorsqu'on fait des animations donc du coup en entreprise. Donc là, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez mon écran avec les stations. Non, on est sur l'écran de la trottinette là. D'accord, donc ça va passer dans un petit moment. Dites-moi quand vous voyez. C'est bon là. Yes. Donc, voilà, en fait, typiquement, le type de station que nous, on propose en entreprise et pour les salariés. Comment ça fonctionne? Simplement, les salariés, ils ont un badge ou un système d'application. Le salarié qui veut faire un déplacement professionnel ou qui veut se rendre chez lui, il a son badge et il a simplement à passer ou au totem pour récupérer son véhicule ou éventuellement avec un système d'application qui déverrouille le véhicule avec un système de Bluetooth.
Donc, aujourd'hui, on a les vélos. On est en train d'adapter nos trottinettes à ces stations. Donc là, on a eu la bonne nouvelle cette semaine. Donc, notre partenaire a réussi justement à adapter donc les trottinettes aux stations. Donc, aujourd'hui, on pourra en fait faire de la solution mixte mobilité. C'est-à-dire sur une station comme celle-ci, on pourra mettre 3 trottinettes et 3 vélos. Donc, c'est ce qu'on propose donc, du coup, aux entreprises. Vous pouvez voir donc une autre solution, une autre station avec des vélos. Ce type de station n'a pas forcément de totem, il se déverrouille directement via une application. Et vous pouvez voir un petit peu à côté, nous, qu'est-ce qu'on peut proposer qu'est-ce qu'on propose avec la station. C'est une application avec, pour l'entreprise, un système de gestion. Comme ça, les entreprises, ils peuvent voir en fait comment sont utilisées leurs flottes. Donc, à la fin du mois, ils peuvent savoir voilà, combien de personnes et quel est le trajet qui a été effectué par ces salariés. Donc, voilà en gros la solution qu'on propose. Et bien sûr, avec ces véhicules, vélos ou trottinettes, nous, ce qui est important, c'est qu'on forme et on accompagne à l'utilisation. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. On forme et on accompagne et on a un service de maintenance dédié lorsqu'on met en place une flotte de véhicules. Donc, voilà en gros, nous, la solution M-Wheel. Alors, il y avait une question, Richard, qui m'avait posé. Justement, donc, comment, donc ma vision par rapport aux Antilles. Moi, aujourd'hui, alors je suis entré en janvier en Guadeloupe pour faire un peu un état des lieux, voir un petit peu qu'est-ce qui est possible. Alors, il faut savoir que ces stations sont aujourd'hui raccordées au réseau. Là, en ce moment, on est en train de développer une brique solaire sur Bordeaux pour rendre la station autonome en énergie. Puisqu'en fait, on peut parler également en Guadeloupe, je ne vois pas l'intérêt de mettre des stations vélo et trottinettes raccordées au réseau avec la chaleur qu'il fait. Enfin, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, effectivement, c'est pour ça que justement, le fait d'être en contact avec Franz, ça peut être intéressant. Voir, nous, on a la brique, la station, la partie basse de la station, et voir comment on peut adapter la brique solaire avec Franz pour rendre la station autonome en énergie sur les Antilles. Il y a deux choses qui sont… Avec grand plaisir, Joël, avec grand plaisir. Voilà, il y a deux choses qui sont très importantes si on veut déployer ces solutions aux Antilles. Il y a deux facteurs qu'il faut tenir compte. C'est les infrastructures, tout ce qui est bande cyclable, piste cyclable. Ça, c'est une chose. Et la partie formation, accompagnement. Moi, je ne mettrai jamais ma solution en place comme ça sans accompagner en fait à l'utilisation. La première chose qui pourrait être possible, en tout cas aux Antilles, puisqu'on a prévu quand même, on n'a pas encore mis en place le timing avec mes associés. Donc, Hervé, il est présent, c'est l'un de mes associés. On n'a pas encore mis en place le timing pour se développer aux Antilles, mais ça peut s'accélérer si toutefois on a vraiment un besoin à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait en fait une demande, il faut qu'il y ait un besoin par rapport à une entreprise, par exemple, qui a plusieurs sites et qui fait régulièrement des déplacements entre ces sites et qui cherche une solution de mobilité. Nous, aujourd'hui, on va privilégier cette solution avec des interlocuteurs identifiés. On ne fera pas de free floating. Je ne pense pas qu'aux Antilles, je ne pense pas qu'on soit prêt pour faire des vélos en libre service ou des trottinettes en libre service. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Mais pour une entreprise qui a plusieurs sites, pour une entreprise qui a des salariés qui habitent à moins de 10 km, pour éviter les bouchons, pour éviter… c'est une solution éventuellement qu'on peut envisager. Mais moi, la grande question, c'est de savoir par rapport au trajet, est-ce que le trajet est sécurisé? Et je pense que Anaïs, elle est bien placée pour le savoir. Elle pourra nous accompagner là-dessus et on pourra travailler ensemble là-dessus.
Et nous, on a besoin de savoir un petit peu pour que ces mobilités puissent s'implanter et nous, pour qu'on puisse se développer aux Antilles. Quel est dans quel laps de temps on va pouvoir avoir déjà simplement des bandes cyclables et aménager éventuellement des pistes cyclables. Donc voilà, donc nos solutions, on peut les adapter aux Antilles. Il n'y a pas de problème. Hein. On peut les adapter. Mais la partie infrastructure est très importante. Et pour nous, en tout cas, ça sera l'élément déclencheur. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui se mettent en place, voilà, on va pouvoir commencer à voir comment on peut s'implanter du coup aux Antilles. Mais ça, c'est la priorité, la sécurité de l'usager pour nous est au cœur de notre solution. On privilégie l'accompagnement, la formation et des véhicules qui permettent de sécuriser en fait les salariés sur le trajet, comme je disais, des trottinettes avec amortisseurs et des vélos qui sont assez robustes pour sécuriser le déplacement. Donc voilà, en gros, MWIL à Bordeaux, la vision sur les Antilles. On est intéressé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de facteurs aujourd'hui qui ne sont pas encore favorables pour s'implanter. Mais j'y pense. Et étant un ultramarin, étant de la Guadeloupe et je suis un Pointois, parce que j'habite à Bergevin, même si j'ai la famille, on s'est délocalisé vers les Abîmes. Voilà, on sait que ces solutions peuvent s'adapter très facilement entre Bémao, Abîmes, Pointe-à-Pitre. C'est des choses Jarry. Ah oui, Jarry. Alors, j'étais à Jarry. Quand je suis rentré en janvier, j'étais à Jarry. Je ne comprends pas. Pour moi, en fait, j'ai une vision de Jarry. C'est à l'entrée de Jarry, un parking, on pose les voitures et on ne circule en Jarry qu'en trottinette, vélo, mobilité douce ou éventuellement, voilà. Puisque pour se déplacer en Jarry, en voiture, c'est une catastrophe. Donc, c'est vrai que voilà, c'est des choses qu'il faut réfléchir ensemble. Savoir est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place à Jarry. J'ai vu qu'ils ont commencé à faire des trottoirs apparemment. Donc, je vois que ça avance. Donc, après, je pense qu'Anaïs, elle pourra nous dire un petit peu par la suite tout ce qui va se mettre en place et nous, on viendra se greffer en fonction des évolutions. Donc, voilà, après, je suis là pour répondre à des questions. S'il y en a qui ont des questions à poser. Alors, juste arrête le partage si tu as fini ton exposé. Ouais. Très intéressant. Anaïs, vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules, hein? Beaucoup d'interrogations. Est-ce que parmi nos participants, il y en a qui ont des questions à poser à Joël, hein? Oui, Evelyne Raphaël voudrait savoir, peut-on déjà louer ou acheter des vélos électriques en Martinique? Est-ce qu'il y a donc déjà des bornes de recharge? Et combien coûte approximativement un vélo électrique, mais aussi vers qui se tourner pour tout achat? Ok, alors c'est vrai que le marché de vélos électriques aux Antilles, je ne crois pas qu'il y ait des magasins qui proposent des vélos électriques aux Antilles. En Martinique, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pourrais me renseigner s'il faut. En Guadeloupe, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des magasins qui proposent des vélos électriques. Je sais qu'il y a des magasins quand même qui proposent des trottinettes, des petites trottinettes électriques. Donc, je vois que ça commence un peu à émerger. Mais des vélos électriques, non, je ne pense pas en Martinique. Il faut peut-être demander à Franz, est-ce qu'il connaît, parce que je sais qu'il est là-bas, est-ce qu'il a une idée? Mais moi, en tout cas, ça ne me parle pas. Je n'ai pas eu écho, en tout cas, de vélos électriques en Martinique. Et en Guadeloupe, pour l'instant, non. Le coût d'achat d'un vélo électrique, il faut compter minimum 1 300 €. Voilà. Avec aide, sans aide? Comment?
Avec une aide, sans aide? Sans aide, 1 300 €. Et je sais que, alors, c'est à Bordeaux, je ne sais pas si aux Antilles, peut-être Anaïs pourra me dire là-dessus. Je sais que il est possible, en fait, pour l'achat d'un vélo électrique, d'être aidé à hauteur de 400 €. Donc, il y a des aides qui se sont mises en place en métropole. Je pense qu'il peut être dupliqué, qui devrait être dupliqué aux Antilles. Mais en tout cas, il y a des aides pour acheter un vélo électrique à hauteur de 400 €. Voilà. Après, Anaïs, est-ce que tu as eu écho de ça ou pas? Alors déjà, je vais modérer un peu ton propos sur les véhicules électriques. Je sais qu'il y a possibilité d'acheter des véhicules à assistance électrique en Guadeloupe. Vous dire où, je ne saurais pas. J'avoue que je ne saurais pas, mais on a eu un séminaire avec l'ADEME et Ouais, il disait qu'il y a déjà ces possibilités-là en Guadeloupe. Malheureusement, d'accord. je ne saurais pas dire. Peut-être que France saura. Ouais, Et aujourd'hui, à ma connaissance, alors je sais qu'à Bordeaux, ils sont vachement au taquet sur ça, sur les aides, sur tout ouais, ce qui est mobilité douce, communauté active, etc. Nous, on a mm, pris un peu plus de retard. ouais, Mais aussi parce que tu l'as dit, on n'a pas encore les infrastructures pour, en fait. Donc, c'est ça. c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la pratique du vélo chez nous, c'est beaucoup du vélo sportif. On les voit, hein, Ouais, les cyclistes sur la route, mais c'est du vélo de loisir. C'est pas pour se déplacer, pour le trajet domicile-travail mm, ou des choses comme ça. Il n'y a pas ouais, les infrastructures, pas forcément l'ombre nécessaire, parce que dans les entreprises, il n'y a pas non plus forcément la douche qui permettrait de se doucher après un trajet en vélo sous le soleil. Enfin, voilà, il y a encore pas mal de choses à mettre en place. Donc, mm, à ma connaissance, point d'aide, mais en tout cas, possibilité d'acheter des véhicules, en tout cas à assistance électrique en Guadeloupe, ça c'est certain. d'accord. OK. Oui, donc je pense que ça va se mettre en place, ça va se mettre en place petit à petit. Et effectivement, en Oui, fait, la dans les base, pistes de toute manière. ouais, la base, en fait, c'est les infrastructures, en fait, hein. C'est les bandes cyclables, c'est les pistes cyclables. Et à partir de là, effectivement, je pense que ça va se développer. Mais si on n'a pas ça, c'est compliqué de mettre en place la mobilité douce en Guadeloupe. En fait, c'est rajouter un risque. En fait, c'est rajouter un risque et de mettre en danger en fait les usagers. Et voilà, on voit un peu comment ça se passe ici. On a la chance quand même d'avoir en fait un scope sur comment la mobilité douce se développe en métropole pour faire en sorte qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs aux Antilles. On a vu un petit peu voilà, comment ça se passe. Aujourd'hui, la majorité des accidents en trottinette, c'est des personnes qui utilisent et qui ne font pas attention en fait et qui ne respectent pas le code de la route. L'autre fois, on m'a dit, parce que tout le monde sait que je propose des trottinettes à l'achat ou en location, on m'a dit, Joël, tu as vu, il y a un garçon qui a été renversé par un camion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, il n'a pas respecté une priorité à droite. Bon, ben, très bien. Le débat est clos. Il n'y a plus de débat, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, en fait, la mobilité douce, il y a deux facteurs. Les infrastructures routières et la partie formation, sensibilisation. Et moi, en fait, si je veux en fait me développer aux Antilles, c'est les deux aspects que je veux absolument, qui sont incontournables. C'est la sensibilisation, l'accompagnement. Et il faut que derrière, en accord, en partenariat avec les collectivités et les personnes qui s'occupent, hein, comme Route de Guadeloupe, par exemple, il faut qu'il y ait des possibilités, enfin, qu'il faut qu'il y ait les infrastructures qui vont avec. Est-ce que la solution en place permet-elle aux employés de faire des Oui, alors effectivement, donc nos solutions, en fait, l'assurance couvre pour les trajets domicile-travail, donc trajet domicile-travail, mais aussi trajet personnel. Donc, un salarié, nous, si on met une station avec des vélos ou des trottinettes dans une entreprise, le salarié qui veut rentrer chez lui avec le vélo ou la trottinette, il sera couvert pendant son trajet. Et il pourra donc le lendemain revenir avec le véhicule. Donc, c'est tout à fait possible et ça rentre dans les besoins, justement. C'est surtout ce besoin qu'on retrouve dans les entreprises et dans les collectivités. C'est pour les trajets domicile-travail, effectivement. Voilà.
Alicia, il y avait des questions? Alors, donc oui, il y a une dernière question. Le relief escarpé de la Martinique est-il compatible avec les vélos, selon vous? Alors, oui, puisqu'en fait, le vélo, donc, il y a une assistance électrique, donc forcément qui facilite les montées, forcément. Donc, ce côté électrique, en fait, est complètement adapté au relief, que ce soit pour la Guadeloupe ou que ce soit pour la Martinique. Concernant la puissance, on est sur un moteur à 36 volts, donc 250 watts. Et il y a 3 niveaux donc de puissance sur les vélos électriques. Donc, en fonction de la difficulté, on adapte en fait le niveau de puissance du véhicule par rapport au relief. Donc, le vélo électrique est là pour ça, hein, pour faciliter justement le déplacement lorsqu'il y a des reliefs un peu plus durs. Et la trottinette aussi d'ailleurs en fonction du moteur. Alors, j'ai vu qu'Anaël, merci Joël, j'ai vu qu'Anaël avait une question. S'il disait, cette solution mise en place en entreprise permet-elle aux employés de faire des trajets domicile-travail? Oui, comme j'ai répondu à la question, je lui ai dit oui, effectivement. Si on met cette solution-là dans une entreprise, le salarié a la possibilité de rentrer chez lui avec le véhicule et de le ramener le lendemain pour son trajet domicile-travail aller-retour. Donc ça, c'est sans problème et on l'a aujourd'hui en place sur Bordeaux. Donc, c'est fait pour. D'accord. Ben, je pense qu'on va passer donc à Richard qui va nous expliquer donc quels sont ses objectifs à court et moyen terme pour Zero Fuel et donc surtout sur le territoire donc des Antilles. Tu as sauté Franz. Est-ce que Franz a des choses à nous rajouter par rapport à sa partie? Parce que moi, ce que je m'intéressais de savoir, c'était notamment, est-ce qu'on peut répertorier aisément les bornes qui sont installées sur les Antilles Guyane, savoir si les infrastructures étaient suffisantes. On a vu qu'Anaïs nous a dit 200 bornes à l'horizon. Et voilà. Alors, pour la question de répertorier les bornes, c'est très facile, en tout cas les nôtres. Et en plus, nos cartes sont compatibles avec beaucoup de bornes déjà installées dans les grands centres commerciaux que je nommerai pas ici. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concrètement, vous téléchargez l'application EZDRIVE, Easy Drive, EZDRIVE. Vous allez sur le site EZDRIVE, easydrive.fr et vous verrez la carte que je vous ai montrée là des bornes précisément. Quand vous cliquez dessus, vous avez tous les détails des tarifications. Aujourd'hui, elles sont gratuites. On va à terme lancer des tarifications comme partout dans le monde, mais en plus aujourd'hui elles sont gratuites et vous les avez sur ces deux supports-là. J'avais une question pour Anaïs. Dans l'un de tes slides, dans les objectifs, dans les sujets que Cap Excellence traite, j'avais vu justement les voies vertes que vous allez développer, que vous allez mettre en place. À quel horizon? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça, du coup? Oui, le projet de promenade verte et bleue. Alors, déjà, c'est un projet qu'on appelle promenade verte et bleue. On n'est pas sur les trams vertes et bleues parce que c'est un projet qu'on a initié depuis longtemps et que les trams n'étaient pas encore bien identifiés à l'échelle de toute la Guadeloupe. Ça, c'est un projet qui est imminent. Hein. On devait commencer les premiers tronçons dès cette année. Donc là, on va voir avec le Covid, etc. On va s'adapter. C'est imminent. Alors, je parlais de 60 km. Bien évidemment, on ne va pas faire les 60 km cette année. D'accord. Pour nous, c'est d'identifier des tronçons prioritaires dans chacune des 3 communes. Donc, l'idée, c'est de faire un tronçon sur Pointe-à-Pitre, un tronçon sur les Abîmes et un tronçon sur Bémao. En tout cas, les initier dès cette année au plus tard l'année prochaine. Et tu parlais de Jarry. Il y a un vrai sujet à Jarry.
Sur ce projet de tram verte et bleue, on va avoir de promenade verte et bleue, pardon, on va avoir un double objectif qui va être donc permettre de la mobilité douce, mais aussi de préserver les espaces naturels. À Jarry, ce qu'on ne voit absolument pas, c'est qu'on a un grand espace de mangrove. Aujourd'hui, l'entreprise empiète sur la mangrove. On retrouve des choses complètement inimaginables dans cette mangrove. Et donc, l'un des tronçons en fait, qu'on souhaiterait développer de façon prioritaire, et c'est aussi une volonté du Conservatoire du littoral qui est complètement compétent en fait, sur ces zones-là, c'est de faire un circuit qui va border en fait, toute cette zone de mangrove à Jarry. Et donc, ça, c'est des choses qui devraient commencer assez rapidement. Donc, pour le territoire de Bemao, ce serait ça, sachant que la ville elle-même aussi a des projets de cheminement le long du littoral. Pour ceux qui connaissent un peu Bemao, vers Birmingham, par là, voilà, tout le littoral nord de la ville. L'idée, c'est aussi de faire un tronçon par là, qui serait peut-être porté par la ville. À Pointe-à-Pitre, c'est assez facile parce qu'en fait, finalement, Pointe-à-Pitre est entièrement urbanisé. Donc, l'idée, ce serait plus de revaloriser des espaces qui existent déjà. On a par exemple le boulevard de Loricis qui est déjà usité pour ça. On a des piétons et l'eau tous les soirs là. L'idée, ce serait de poursuivre. Le port aussi, il y a un grand projet là, de Karukera Bay sur tout le long du port. L'idée, c'est d'aménager une espèce de malécone qui irait jusqu'à la marina, qu'on appelle marina du Gosier, mais qui est principalement à Pointe-à-Pitre. Donc, voilà, c'est d'avoir un grand malécon qui irait jusqu'à la marina. Donc, il y a des pistes comme ça qui devraient être aménagées assez rapidement. Et puis, l'idée, c'est de faire aussi certaines choses en plusieurs temps. Dans certains espaces qui sont déjà urbanisés, l'idée, c'est peut-être déjà de réhabiliter les trottoirs et de faire du marquage au sol sans prévoir de gros aménagements. Parce que c'est un peu comme la voiture électrique, si on attend en même temps qu'il y ait les grosses infrastructures pour pouvoir développer la mobilité électrique, on n'y arrivera jamais. Donc l'idée, c'est quand même dans un temps assez court de donner des signaux forts comme ça, avec des tronçons aménagés, et puis au final avoir ces 60 km sur tout le territoire. D'accord, ok, très bien. Du coup, je pense qu'on va donner la main à Richard. Pour expliquer un petit peu qui est Zero Fuel et quels sont les objectifs de Zero Fuel sur les territoires des Antilles. D'accord, merci Alicia. Zero Fuel, c'est une concession de véhicules 100% électriques qui est en Guadeloupe maintenant depuis un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, donc, nous proposons principalement des scooters électriques. C'est bon. Alors voilà, donc au niveau des véhicules électriques qu'on fait, voilà, on représente trois marques de scooters. Pink, Ready, qui est spécialisé véhicules de livraison, et New, avec une gamme beaucoup plus large. Je n'ai pas pu mettre ici toute la gamme de véhicules, il y a au moins 5 types de véhicules, mais qui est quand même le numéro 1 mondial. Voilà, ce qui concerne les scooters. Au niveau des motos, la marque Electric Ocean, qui est une marque française, qui distribue donc des motos électriques de ce type-là. Il y a le type supermotard, type aussi un peu motocross, qui donc, j'insiste, une fabrication française qui exporte vers les États-Unis, l'Australie, qui a une très bonne renommée. En parallèle de ça, on envisage de développer les voitures électriques. Je pense que certains d'entre vous reconnaissent l'ancienne Méhari, qui a sous sa version électrique, qui s'appelle la History. Voilà. Voilà ce que je peux dire en tout cas concernant Zero Fuel. Maintenant, notre activité en elle-même, elle ne s'arrête pas. Je dis volontairement concessionnaire, puisque aujourd'hui, on fait des scooters, des motos et on va arriver sur les véhicules. Mais par rapport à notre prospection, on s'est rendu compte qu'il y a de la demande pour des petits utilitaires, pour des petits fourgons ou même des engins de micro-mobilité, comme les trottinettes. Mais bon, là, on va collaborer avec M-Wheel. Mais en fait, les gens sont sensibles à la mobilité électrique, sur la Guadeloupe en tout cas. Je ne suis pas encore assez inquiété sur la Martinique. Et donc, il y a un vrai travail de fond à faire pour sensibiliser et faire connaître ce qui se fait, en tout cas ce qui est existant sur le territoire. Voilà. Donc, aujourd'hui, Zero Fuel est en mesure de répondre à toute une diversité de solutions de mobilité. Et nos produits s'adressent aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels.
Important aussi de dire qu'on n'oublie pas, par exemple, les aficionados de la mer, puisqu'aujourd'hui, des pédalos électriques existent, des jet skis électriques existent. Bon, le budget d'un jet ski il reste relativement plus élevé, bien sûr, mais ce type de produit c'est à venir à court terme. Zero Fuel n'est pas que vendeur de véhicules électriques, on assure aussi le SAV et la maintenance des véhicules électriques qu'on vend. D'ailleurs, bon, nous est arrivé aussi d'intervenir sur des véhicules qui n'avaient pas été vendus par nous. Hein. On ne va pas rejeter un client qui a un problème avec un véhicule électrique pour lui dire, voilà, tu n'as pas acheté chez moi. Voilà. Ça, c'est une chose. À court terme, comme l'a dit France tout à l'heure, on envisage la formation de personnel, notamment pour la maintenance des véhicules électriques. Donc, déjà la maintenance des scooters, mais aussi après tout ce qui est trottinette, vélo électrique et autres types de véhicules à mobilité électrique. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour Zero Fuel. Vous êtes là? On a une question de Evelyne. À quel horizon la vente des scooters sur la Martinique? Existe-t-il des aides pour l'achat des scooters? Alors, à quel horizon? Ben, tout de suite maintenant. Moi, je cherche des revendeurs sur la Martinique parce qu'aujourd'hui, donc, Zero Fuel a vocation à devenir concessionnaire, donc équiper des gens donc, qui sont déjà dans la démarche mobilité électrique, c'est-à-dire, j'entends par là, il y a des vendeurs de scooters tout court, de scooters thermiques, et donc il y en a qui peuvent faire déjà franchir le pas en mettant ce mix électrique et thermique avant de dire, bon, ok, je me consacre pleinement à 100% sur des véhicules électriques. Et l'autre question, c'était quoi? Existe-t-il des aides pour l'achat des scooters? Alors, il y a des aides déjà qui sont, je dirais, votées et obligatoires. Aujourd'hui, les scooters électriques, il y a des aides qui vont entre 100 € jusqu'à 700 € pour les scooters. Voilà. Tout dépend de la puissance du véhicule qui est choisi. Evelyne Raphaël dit quand même qu'il ne faut pas oublier la Martinique. Non, on n'oublie pas la Martinique. Mais en fait, l'idée dans la stratégie, c'était déjà de bien stabiliser la Guadeloupe. Pas parce que je suis guadeloupéen seulement, mais bien stabiliser la Guadeloupe, comprendre les besoins, les usages aussi par rapport localement, et puis après pouvoir dupliquer sur la Martinique. La Guyane, je sais, je travaille déjà avec des partenaires qui font déjà, mais le marché n'est pas tout à fait le même parce que les distances sont un peu plus longues sur la Guyane. Mais au niveau caraïbéen, j'aimerais bien travailler sur Sainte-Lucie, Antigua, Barbade, des choses comme ça. Juste, j'interviens pour dire à Raphaël de ne pas s'inquiéter, que je rappelle à Richard toutes les semaines qu'il faudra qu'il vienne à Martinique. Il viendra. Du coup, je demanderai à chaque participant de faire une petite conclusion. Et voilà, et je remercie donc chaque intervenant et chaque participant qui ont pu contribuer à cet échange assez intéressant quand même. Et n'hésitez pas à nous faire savoir donc sur la page Zero Fuel ou autre si vous voulez peut-être une autre conférence de ce type, si vous voulez peut-être plus d'informations aussi. Des échanges très riches avec même au niveau des intervenants, des pistes de partenariat. Donc, c'est très intéressant. J'espère que les participants ont trouvé ça tout aussi riche. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être, Richard, de vous envoyer la présentation et il n'y a aucun problème pour la mettre en ligne sur le site si c'est prévu. Les participants souhaitent retrouver les éléments qui ont été présentés puisque c'est du réglementaire. Hein, donc, il y a vraiment pas du confidentiel. Il n'y a rien de confidentiel, voilà, il n'y a absolument rien de confidentiel. Juste pour dire aussi que j'ai mis au fil des conversations dans le groupe des liens, un lien vers un décryptage sur la loi mobilité, donc sur le site du GART, qui est donc téléchargeable, gratuit, bien conséquent, mais qui aide bien à comprendre les principaux éléments la loi, et puis un lien vers Guadeloupe Énergie, le site sur lequel on peut retrouver tout ce qui est profil énergétique de la Guadeloupe, voilà, tout ce que j'ai pu présenter dans les slides de façon un peu plus étoffée. Et, voilà. Et merci pour cette invitation et merci pour cette réunion que j'ai trouvée très riche.
D'accord, super. Joël, un mot, Oui, deux mots. ouais, deux mots. Non, mais franchement, c'est très bien. Je pense que là, en fait, on a un consortium top, en fait, par rapport à la mobilité douce ou mobilité électrique. Parce que aujourd'hui, moi, je peux apporter la partie basse de la station et opérationnelle pour tout ce qui est vélo et trottinette. Franz, il peut s'imbriquer sur la partie solaire pour de la solution autonome. Zero Fuel avec Richard sur la partie maintenance des véhicules et accompagnement sur la maintenance des vélos et des trottinettes. Et Anaïs sur les implantations, sur nous aider, voilà, nous éclairer, de nous tracer la route pour les voies cyclables, les pistes cyclables. Et là, en fait, on est, voilà, là, on est top. Là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment bien. Je pense qu'il faut, ouais, il faudra pas s'arrêter là. Il faut continuer à travailler sur le sujet. Franck m'avait dit, en plus, on en a parlé hier, la Désirade et Marie-Galante, je n'ai pas oublié. Effectivement, c'est quelque chose qui Et les m'intéresse. Saintes. Et Et les les Saintes aussi, qui sont très axés en plus sur les véhicules électriques. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Et Cap Excellence, Anaïs, nous dire un petit peu voilà, comment ça évolue. Et nous, petit à petit, dès qu'on a le go, dès qu'il y a des choses qui se mettent en place, on est là. Moi, je peux rentrer régulièrement. Donc, s'il faut être là, voilà. Mettre en place la base arrière. Emouil Caraïbes, ça sera ça. Hein? Donc, ça sera Emouil Caraïbes. Donc, moi, je suis prêt. Dès que tout se met en place, on est parti, quoi. Sans problème. Ça y est, je vois que sur les réseaux, il y avait le retour au pays, les difficultés, mais je vois que là, il y en a qui sont motivés pour rentrer au pays. Il y avait Joël tout à l'heure qui s'organisait, maintenant. Ah ben oui. C'est Non, mais bien, c'est il y a bien. tellement de choses à faire. Et quand je suis entré en janvier, ça m'a conforté, en fait. Je suis rentré une semaine parce que je ne pouvais pas plus pour vraiment m'imprégner du truc. Et quand j'ai vu la chaleur qu'il faisait, j'ai dit, mais en fait, les stations, L'énergie, ouais. l'énergie est là. L'énergie est là, il faut l'utiliser à bon escient. Et en fait, il manque ces voies cyclables. Et après, moi, j'espère qu'à horizon, bon, je prends large. Hein, aujourd'hui, il y a des véhicules trottinettes ou même, alors plus trottinettes, je connais plus trottinettes, il y a des trottinettes qui ont 90 km d'autonomie. Donc, vous imaginez qu'avec 90 km d'autonomie, tout ce qu'on peut faire en Guadeloupe, c'est un truc de fou. Donc, après, s'il y a des infrastructures qui sont faites, c'est clairement facile à l'utiliser entre les abîmes, Pointe-à-Pitre, Gosier, Bémao. Enfin, on peut se déplacer facilement avec des mobilités douces à Jarry. J'ai été à Jarry. Ça m'a marqué. Désolé, mais je suis obligé d'en parler. J'ai été à Jarry. En janvier, quand je suis rentré, j'ai été à Jarry. J'ai dit non, c'est pas possible. Anaïs, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Donc, Si elle avait que le pouvoir, Anaïs, elle ferait. il faut faire quelque chose. En plus, j'ai vu en fait à Jarry, il y a un petit pont qui est délaissé là, qui va vers l'Oricisque. Je me dis, mais en fait, c'est potentiellement une piste cyclable pour faire aller de Pointe-à-Pitre à Jarry, quoi. Mais enfin, voilà. T'inquiète pas, Joël, je prendrai ma baguette magique. Non, mais voilà, tout ça, c'est dans les tuyaux. Après, on sait que le temps administratif n'est pas forcément le temps des projets. Mais voilà. Mais super. On n'oublie pas la Martinique, Evelyne. Voilà, t'inquiète pas, on n'oublie pas la Martinique. Après, nous, on n'a pas de regard sur la Martinique. Là, c'est Franz. C'est toi, tu as ça sur tes épaules. Tu peux nous dire un peu en Martinique comment ça se passe. La conclusion. La transition. Vous m'entendez ou pas? Oui. Très bien. Voilà, moi, comme Richard, comme Joël, comme Anaïs, je suis un professionnel et un passionné de mon champ d'action, donc c'est avec plaisir qu'en direct, je peux rentrer dans beaucoup de détails. Ce que je retiens ici, effectivement, comme vous tous, c'est qu'il y a une dynamique. Après, ce n'est pas la première fois qu'il y a des dynamiques territoriales et qu'elles ne sont pas, peut-être qu'il manque de coordination. À nous de nous coordonner, hein. On a les cartes entre nos mains, il y a un espace-temps pour qu'on puisse faire des choses sympas dans la mobilité, dans l'énergie, mais on ne le fera pas chacun dans son coin. Donc, vraiment insister sur
collaboratif. Bon, mon temps est fini, vous l'avez constaté. Donc, je vous dis au revoir et merci à vous tous. Super. En tout cas, merci à tous pour votre implication. Moi, en tout cas, l'électrique, pour moi, c'est un avenir dans nos choix de mobilité quotidien, hein. Moi, j'en suis convaincu. Maintenant, il faut qu'on puisse lever les freins, l'électrique par rapport aux autres modes d'énergie, modes de mobilité. Voilà. En une phrase, je dirais que notre ambition, c'est en tout cas chez Zero Fuel, de promouvoir et démocratiser des modes de transport vifs, maniables, et tout en restant confortables, silencieux et produisant zéro émission. Voilà, vraiment, merci pour tous pour votre implication. Et je suis super content que cet événement ait autant d'animation, les questions et les échanges. J'espère qu'on pourra renouveler et puis aller plus loin et puis travailler en synergie surtout. Voilà.